Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur votre programme Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe dans le corps d'une femme, les différents changements que nous pouvons expérimenter à certains moments de notre vie. Donc restez à l'écoute pour en savoir plus. Donc voilà, le thème du jour aujourd'hui, c'est femmes et menstruation. Exactement, mesdames, nous allons parler de ce phénomène qui se passe une fois par mois et qui parfois chamboule un petit peu notre existence. Et on aura le plaisir d'en parler avec Mama Audrey. Oui, sujet intéressant. Le Seigneur a toujours quelque chose à dire sur tous les sujets. C'est fou parce qu'on n'aurait jamais imaginé en parler dans un contexte chrétien. Et sur une télévision. Et surtout sur une télévision. Et pour ce faire aussi, nous avons le plaisir d'avoir le docteur Damien Stesiuk pour parler justement des menstruations. C'est incroyable. Et on en parlera avec beaucoup d'intérêt. Merci Damien en tout cas d'être avec nous. Et bien sûr Magali, là je ne sais pas, comment tu fais? Ça va être très intéressant Nadège, tu vas voir. Excellent. Maman Janine, en termes de contexte local, là on va sortir les dossiers là. Ah oui, on va être servi Nadège. Donc justement nous parlons de femmes et menstruation et surtout comment vivre avec cela, comment aussi informer notre entourage de ce qui se passe dans nos vies en tant que femmes. On va rentrer dans tous ces petits détails qui souvent sont tabous auprès de notre famille, auprès de nos collègues, à l'école, etc. Mais avant de rentrer dans le détail, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc justement Magali, en termes de contextualisation plutôt, qu'est-ce que tu as trouvé comme élément? Alors beaucoup d'éléments Nadège et puis des éléments un petit peu tristes quand même par rapport à, aux règles, aux menstruations en Afrique. Alors il faut savoir qu'encore aujourd'hui, dans plusieurs régions du monde et plus particulièrement en Afrique, eh bien, les jeunes filles et femmes sont confrontées à un problème majeur, eh bien, c'est la stigmatisation des règles. Alors il y a beaucoup de personnes en Afrique qui se réfèrent au texte de l'Ancien Testament, d'ailleurs je vais vous le lire. Allez. Un petit peu sur la souillure durant les périodes menstruelles. C'est dans le livre de Lévitique, chapitre 15, entre les versets 19 et 30. Je ne vais pas tout lire, bien sûr, mais en tout cas, vous avez les prescriptions suivantes. Quand une femme est atteinte d'un écoulement, que du sang s'écoule de ses organes, elle est pour 7 jours dans son indisposition. Quiconque la touche est impur jusqu'au soir. Tout sur quoi elle est couchée en étant indisposée est impur et tout sur quoi elle est assise est impur. Quiconque touche son lit doit laver ses vêtements, se laver à l'eau, il est impur jusqu'au soir. Quiconque touche un objet qui était sur le lit ou la chaise où elle s'est assise doit laver ses vêtements, se laver à l'eau, il est impur jusqu'au soir. Donc, vous voyez, c'est quand même des versets qui font que beaucoup ont cette perception que les règles, que c'est sale, que c'est malsain, que tu es impur, etc. Alors, d'après une étude réalisée par l'ONG Plan International, il faut savoir qu'en Afrique, 1 fille sur 10 ne va pas à l'école pendant ces règles. Tout à fait. Quand même incroyable. Alors, les menstruations font partie normalement du cycle de vie d'une jeune fille. C'est un processus normal et naturel. Je suis sûre que le docteur Damien pourra nous le dire. Mais malheureusement, dans certains pays, les jeunes filles sont contraintes de sacrifier l'école quand elles ont leurs règles. Et le sujet des règles même est très, très tabou. Alors, dans certaines localités aussi, eh bien, vous avez cet accès aux protections hygiéniques qui sont très rares. En Afrique, c'est vraiment un luxe pour avoir des serviettes, tout simplement. C'est en fait la première position de la cause de l'absentéisme, c'est le fait que les personnes n'arrivent pas à avoir des protections lorsqu'elles ont leurs règles. On en est encore à des solutions ancestrales où on s'assoit sur une calebasse, et là, la calebasse, pendant tous les jours des règles, on va sur la calebasse, et le sang s'écoule dans la calebasse, et c'est tout. Donc après, on se débarrasse. Elle dort où la fille? Elle reste sur la calebasse pendant toutes les périodes des règles. La nuit, le jour? La nuit et le jour. L'été comme hiver? Derrière la maison. Ça existe encore dans certains pays d'Afrique, ce type de méthode lorsque les filles ont leurs règles. C'est terrible, hein? Terrible, terrible, terrible. Il y a également les moyens de fortune qui sont utilisés par les jeunes filles, des morceaux de feuilles de bananier. Oui, on utilise quoi encore? De la boue. Certaines se mettent de la boue pour absorber le flux. Vous avez des morceaux de matelas, des chiffons, etc. Donc ça porte vraiment, c'est vraiment un problème de santé publique. Tout à fait. Avec bien sûr un manque d'hygiène évidemment, et puis aussi des problèmes d'infection récurrents. Enfin, je veux dire, mettre de la boue sur soi, c'est quand même, à mon avis, pas la bonne solution. Et aussi, vous avez cette honte qui entoure les règles. Par exemple, dans un pays comme le Malawi, eh bien, l'UNICEF a recensé que les parents n'en parlent même pas à leurs enfants.
Donc c'est vraiment sur le tas qu'on découvre eh bien, qu'on a ces règles. Et puis surtout, on n'en parle pas. Oui. Donc c'est resté tabou et c'est vraiment dans le secret. Et les filles tirent des rares informations auprès de leurs tantes qui leur apprennent à fabriquer des serviettes hygiéniques avec de vieux vêtements. Et surtout, elles leur interdisent de parler aux garçons lorsqu'elles ont leurs règles. Voilà, ça c'est aussi, ça. Moi, je me rappelle de ça, c'est surtout tu ne joues pas avec les garçons, tu ne t'approches pas des garçons. Voilà, ça c'est vraiment attention, mais qu'est-ce qui va m'arriver? le truc à ne pas faire. Voilà, c'est ça. Alors, je voulais terminer cette petite rubrique avec cette femme que j'ai trouvé le témoignage, une Française en fait d'origine camerounaise qui est engagée depuis 2012 auprès de la cause de l'hygiène féminine. Elle s'appelle Olivia Mondo et en fait, elle est présidente d'une association qui s'appelle Camerpad. Et elle alerte en fait les gens, la population là-bas, pour fournir aux jeunes femmes et des jeunes filles les protections hygiéniques. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle a proposé une solution, la serviette hygiénique lavable. Donc, elle se mobilise auprès du gouvernement camerounais, etc., pour trouver des solutions auprès des municipalités, pour insérer ce dispositif. Et surtout dans les zones rurales, où elle distribue des kits de serviettes hygiéniques. Exactement. Ouais. Et ça aide beaucoup les gens et ça les sensibilise. Parce qu'en plus, donc elle fait un merveilleux travail. Ben justement, Maman Janine, je sais que aussi le coût des serviettes hygiéniques, des protections, c'est souvent le frein pour ces jeunes filles pour accéder à une hygiène de base. Exactement, Nadège. Donc, il faut savoir localement, par exemple, un sac de serviettes hygiéniques va coûter 2000 francs congolais. 2000 francs congolais, à la louche, c'est un peu moins d'un dollar, $1,50. Le foufou, une portion de foufou, c'est 500 francs. Le manioc, c'est 500 francs. Donc, ça reste quand même un budget pour les ménages, le ménage moyen, qui est cher, surtout quand il y a plusieurs jeunes filles qui sont en âge d'être réglées dans un ménage. Donc, qu'est-ce qu'elles développent comme stratégie? Souvent, elles vont utiliser, comme disait Magali tout à l'heure, des mousses. Ici, on n'appelle pas ça des matelas, c'est des mousses, parce que les gens dorment souvent sur des mousses. Un bout de mousse, elles vont couper un vieux vêtement, elles vont couper un pagne, et ça va leur servir de serviette. Ce qui est plus dramatique, c'est en milieu rural, comme Magali expliquait tout à l'heure l'histoire de la calebasse, c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, encore, ça existe. Ce qu'elles vont faire au milieu rural, les femmes, comme elles n'ont pas accès aux protections hygiéniques, elles vont prendre des sacs de farine, des sacs de foufou, dont elles vont se servir comme protection hygiénique. Wow. Sans compter, ça peut représenter en termes d'infections, docteur Damien pourra certainement nous en dire quelque chose tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'infections aussi qu'elles contractent justement par ce biais-là. Et quelle est la transmission auprès des petites filles à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une éducation? Est-ce qu'il y a un partage? Est-ce qu'il y a une communication pour préparer ces jeunes filles? Bien souvent non, Nadège. Les jeunes filles découvrent souvent de façon assez brutale l'arrivée des règles dans leur vie. Et c'est au moment où elles vont le découvrir que leur mère va les rassurer en leur disant « Non, c'est pas grave, là tu es devenue une jeune fille ». Mais il n'y a pas de communication autour des menstrues. D'accord. Justement, docteur Damien, qu'est-ce que c'est le cycle menstruel exactement? Alors, pour faire très simple, l'utérus de la femme va produire tous les mois une sorte de matelas qu'on appelle l'endomètre, qui est un matelas qui va accepter l'œuf fécondé pour que celui-ci se développe et puis puisse insérer le placenta, etc. Et s'il n'y a pas d'œuf fécondé qui entre dans ce matelas, le matelas va être éliminé, tout simplement, parce qu'il va falloir un nouveau matelas tous les mois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps, il y aura énormément de chamboulements hormonaux et il y aura une constriction, ça veut dire que les vaisseaux vont se fermer au niveau du matelas. Et du coup, le matelas, on va dire, se décolle, meurt et tombe. Et ça, ce sont les menstrues. Donc, évidemment, si on dit chamboulement hormonal, on va dire chamboulement de l'humeur. Voilà, c'est ça. Et effectivement, comme on l'a dit dans la Bible, j'aime bien la définition, la femme est indisposée. Effectivement, elle est dans un état qui est assez désagréable quand même. Les douleurs. Alors, évidemment, qui dit vasoconstriction, dit aussi des spasmes douloureux. Tout à fait. Donc, il y a quand même des douleurs assez... Alors, certaines femmes ont des douleurs extrêmes. Tout à fait. Et en plus, une fois que l'endomètre se décolle, il y aura des spasmes de l'utérus pour faire sortir, justement, ce matelas qui est devenu caduc, donc inutile.
Il y en a même qui décrivent leur douleur un peu comme des contractions de femmes enceintes. Exactement, puisque la contraction pour justement délivrer le bébé, justement, sont des contractions utérines. Donc effectivement, à moindre échelle, la contraction est pareille, utérine, c'est exactement le même phénomène, mais évidemment, un utérus, on va dire, enceinte, fait la taille d'un ballon de rugby, alors que la taille d'un utérus, on va dire, non enceinte, fait la taille d'une balle de tennis, pour vous donner un peu l'équivalent. Et donc, évidemment, c'est quand même moins douloureux que l'accouchement, bien sûr. normalement. Mais Maman Audrey, on voit un petit peu que la femme, à ce moment on va dire, de son cycle, est quelque part rejetée, considérée comme impure, sale, a des difficultés même pour être scolarisée. Dans la société. Voilà, même parfois à l'église, il y a une méconnaissance du phénomène. Que dit la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu, on va dire, approche le sujet? La parole de Dieu dans l'Ancien Testament, comme a dit Magali, ça parlait d'une femme impure. Je ne sais pas si c'était pour des raisons d'hygiène, si c'est des raisons, comme disait le docteur Damien, indisposées pour que le mari, du reste à cette époque, le mari n'était pas censé s'approcher de sa femme. Tout à fait. Et c'était pour des raisons très précises, ce qui fait que sous la Nouvelle Alliance, ce n'est plus le cas. On ne parle pas de perte de sang, on ne parle pas de tout ça sous la Nouvelle Alliance, mais quand même, le fait demeure qu'il y a cette stigmatisation, comme disait Magali, mais nous, encore une fois, on est une race élue. On ne marche pas selon le baromètre de ce monde. C'est-à-dire on ne pense pas comme les gens du monde. Si notre femme a des règles, on ne réagit pas pour dire elle est impure, on la met de côté, elle est exclue, c'est une honte, c'est une stigmatisation, c'est quelque chose, c'est tabou, mais c'est des choses naturelles de la vie. Et je veux encourager les mamans, au contraire, à prendre leurs responsabilités, à prendre leur petite fille, à les asseoir et à leur expliquer ce que c'est que les règles, qu'est-ce qui va lui arriver, pourquoi. Et si elles ne savent pas comment le faire, Malaika, on peut les aider à leur donner un petit schéma, pourquoi pas, avec grand plaisir, et pour que ces petites filles soient préparées psychologiquement, et aussi les dangers que ça représente. À partir du moment qu'elles sont des règles, elles sont des mamans potentielles. Exactement. Voilà, ça c'est un élément dont on ne parle pas souvent. Femme, une fois qu'elle est réglée, docteur, elle est une maman potentielle. L'apparition des premières règles va, on va dire, initier justement la possibilité de féconder. Alors, c'est intéressant parce que de dire que les règles sont impures et stigmatisées, oui, mais il n'y a pas de grossesse sans règles. Ah ben voilà. Bien sûr, donc il n'y a pas, c'est le terrain qui prépare la vie, en fait. On ne peut pas tomber enceinte. Et justement, docteur Damien, expliquez. Je pense que c'est ce qui va être important dans cette émission, c'est d'expliquer pourquoi ça ne doit pas être stigmatisé. Parce que justement, en Afrique, c'est le contraire. Oui. On nous dit que c'est malsain, etc. Pourquoi c'est bien, en fait, d'avoir ces règles ? Physiologique. Ça veut dire que si l'être humain est normalement constitué, si la femme est normalement constituée, elle aura des règles. C'est obligé. Ça veut dire que c'est un phénomène normal. Et donc, on ne peut pas aller contre la normale en disant que c'est mal. Si le Seigneur nous a créé Il a prévu cela. C'était prévu. Donc, on ne peut pas rejeter la création de Dieu. Bien sûr. Donc, forcément, si on rejette la femme parce qu'elle est réglée, on rejette quelque part ce que le Créateur a prévu. Et donc, c'est un phénomène normal. Et je tiens à préciser, le sang qui sort est un sang propre. Ce n'est pas quelque chose de sale. Ce n'est pas quelque chose qui est infecté. Non, pas du tout. C'est un sang normal qui est éliminé. D'accord ? Et effectivement, ce n'est pas pour autant qu'il faut le stigmatiser. Mais effectivement, si une femme est indisposée et a ses règles, elle aura peut-être une variation de libido et évidemment, il faut le respecter. En tant que mari, en tant qu'homme, il faut respecter l'état de la femme et accepter... Et elle est plus fatiguée que d'habitude, elle a plus irritée que d'habitude. Elle a mal. Ça a un impact sur tout son corps, même son état même spirituel à certains moments. Elle peut se sentir un peu, comme on dit, fatiguée, abattue, un peu plus dépressive à certains moments, avoir des changements d'humeur. Alors, il faut savoir que nos humeurs sont
très largement dictée par nos hormones. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous faites, on va dire, un exploit dans votre vie, où vous marquez un but et vous allez avoir une décharge d'hormones, vous allez vous sentir content. Ben, prenez par exemple l'exemple du football. Désolé, je suis un homme, j'aime bien. Moi aussi. Je suis sûr qu'il y a des Africaines qui aiment le foot. Tout à fait. Vous regardez un match et le footballeur est fatigué. Il va marquer un but, il va commencer à faire un sprint. C'est une décharge d'adrénaline et d'hormones où il va être super content. Malgré sa fatigue, il va être heureux. Et bien, il y a l'inverse aussi. Il y a les hormones quand elles nous fatiguent, elles vont induire aussi une irritabilité. On n'a pas de patience. Manque de tolérance. Même certaines femmes m'ont dit que le contact sur leur peau était plus sensible. Elles n'aimaient pas qu'on les approche. Qu'on les approche, elles se sentaient pas bien. Voilà. Ben, si on se sent pas bien, qu'on nous laisse tranquille. Voilà. Merci, docteur Nadia. Non, mais il faudrait quand même que l'Église enseigne ces choses. Voilà, c'est le rôle de l'Église d'éduquer, pas seulement des choses spirituelles, mais dans les choses de la vie. C'est important d'encourager, que l'Église encourage les mamans, par exemple. Peut-être qu'au lieu de faire seulement des réunions, Maman Janine, seulement des réunions pour les mamans, pour leur expliquer comment cuire les plats et tout ça, faire des réunions même pour les enfants, les petites filles et les mamans ont la difficulté. On en est là. Si c'est le cas, au moins qu'on explique aux petites filles, on ouvre la porte pour les mamans, puisqu'elles doivent être préparées pour la vie quand même. C'est très important. Moi, j'aimerais revenir, docteur Damien, sur les conséquences de l'utilisation des moyens dont on a parlé pour justement évacuer le flux, en tout cas le recevoir dans des réceptacles ou en tout cas sur des feuilles, etc. Quelles sont les conséquences sanitaires ? Alors, comme le corps est quand même très bien fait, si un écoulement se fait, c'est que la substance qui s'écoule doit être éliminée. Donc le corps a prévu que ça sorte. Et si on met par exemple des mousses et qu'on insère la mousse dans le vagin, on va empêcher que quelque chose qui était prévu de sortir ne sorte. Et là, il peut y avoir une stagnation. Effectivement, le corps déteste quand ça stagne parce qu'il y a des bactéries qui vont s'insérer dedans et créer des infections. J'ai eu un jour une patiente qui a fait une vraie endométrite, donc une infection de l'utérus, parce qu'elle avait gardé ce qu'on appelle un tampon un petit peu trop longtemps. Et malheureusement, ça peut mener même à des septicémies. Et c'est gravissime. Ça peut même entraîner la mort du patient. Donc, évidemment, si c'est prévu de sortir, laissez-le sortir. Après, il y a des méthodes, on va dire, plus ou moins hygiéniques. On fait avec les moyens du bord bien souvent, mais ce qui est sûr, c'est que n'insérez rien à l'intérieur. En tout cas, rien de pas stérile ou pas de quelque chose contrôlé médicalement. Médicalement, c'est ça. Donc, par exemple, les tampons, ce sont des choses prévues. Bien sûr. Et il y a un inserteur aussi pour insérer le dispositif. Mais bon, en Afrique, en général, c'est pas très bien perçu. C'est pas très bien connu ni bien perçu. Surtout que moi, je sais qu'il y a un mythe autour de ça qui dit que la jeune fille, si elle utilise des tampons, elle va perdre sa virginité. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Ou elle ne pourra pas avoir d'enfant aussi. Alors, ne pas avoir d'enfant, à moins qu'il y ait une infection, non. Sinon, il y aurait vraiment très très peu d'enfants en Europe. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'insérer on va dire un corps étranger dans le vagin, il y a un risque, effectivement, chez la jeune fille vierge, de casser l'hymen. L'hymen, exactement. Donc, c'est vrai, mais si la dame a déjà eu des rapports, elle peut sans problème mettre un tampon. C'est vrai que les règles sont un processus normal et naturel. Et il faut simplement laisser le flux s'écouler et surtout ne pas utiliser des moyens comme j'ai entendu le sac de farine qui peut ou la boue qui peut être parfois très rêche et même causer parfois des petites blessures locales sur la peau. Et ça peut s'infecter aussi malheureusement. Et donc parfois le traitement est plus grave que la situation en elle-même. Enfin moi je veux rappeler quand même Nadège que de mon temps, à l'époque où j'avais 15 ans, j'avais 10 ans, 12 ans, il n'y avait pas de serviette hygiénique. Tout à fait. Il n'y avait pas, ça ne se vendait pas à l'île Maurice en tous les cas. Il n'y avait pas. Chez nous, il y avait nos parents, ma maman, prenaient une grande serviette de bain qu'elle coupait en plusieurs morceaux et qu'elle en faisait plusieurs serviettes d'une serviette de bain et nous avions nos serviettes tous les mois qui étaient propres
on les lavait et on les réutilisait. Voilà. Et s'il y a un problème de moyens financiers, ça pourrait être utilisé pour plusieurs enfants. C'est des serviettes lavables. C'est lavable, ce n'est que de prendre, moi j'encourage les mamans, plutôt que de laisser la petite fille sur une calebasse en hiver, la nuit, et qu'elle se sente rejetée, qu'elle soit au contraire, qu'elle comprenne qu'il n'y a rien de mal, elle doit se sentir coupable et sentir qu'il y a quelque chose d'anormal chez elle, mais qu'il n'y a rien de tout ça, et qu'elle a sa place dans la maison, et qu'on prévoit quelque chose de simple et de pas coûteux, mais en même, ça permet qu'elle reste l'insertion dans la famille, elle continue à vivre avec la famille, elle n'est pas sur sa calebasse. Bon, s'il y a un problème à l'école, voilà. S'il n'y a pas déjà à l'école. Il faut voir, après, il y a des conditions à voir, l'école, l'eau, l'accès à l'eau, tout ça fait que ça faudrait voir après au niveau local. Mais si c'est possible, c'est quand même une solution hygiénique et pratique. Tout à fait. Moi, j'aimerais juste, avant qu'on termine l'émission, passer à une autre phase, on va dire, du cycle de la femme, ou en tout cas la fin, si je peux dire, je ne sais pas, docteur, mais c'est la ménopause, parce qu'il y a un moment où la femme, elle arrive à la ménopause, où justement, elle n'a plus ses règles, et il y a aussi des changements hormonaux. Qu'est-ce qui se passe exactement Alors, la ménopause, alors ce n'est en aucun cas la fin de la femme. Voilà. Ça peut même être un deuxième commencement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la femme a un stock d'œufs, en tout cas d'ovules, qui est déterminé depuis la naissance. Et une fois qu'elle a épuisé ce stock, eh ben, elle va se mettre en ménopause. Et donc, ça veut dire qu'elle ne va plus ovuler. Et du coup, si elle n'ovule plus, l'utérus n'a plus besoin de produire le matelas. Et il y a aussi d'énormes variations hormonales, parce que l'ovaire, qui est quand même l'organe qui va produire beaucoup d'hormones, va s'arrêter, et du coup, vous aurez des variations hormonales qui vont induire d'autres phénomènes, qui sont bien souvent les phénomènes climatériques, ça veut dire vous aurez des bouffées de chaleur. Voilà, on entend souvent ça, j'ai chaud. Exactement, et il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir aussi des sécheresses vaginales qui s'installent. Donc, évidemment, tout ça doit être souvent, les maris aussi, en tout cas localement, se plaignent que voilà, ma femme, elle n'a plus envie de rapport sexuel à ce moment-là, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette baisse de libido qui est naturelle. Alors, il faut savoir que l'homme aussi a ça. Ça s'appelle l'andropause, mais qui survient beaucoup plus tard. Ça, c'est pour nos frères. Ça, c'est pour nos frères. Parce qu'on pensait que tous les mots, c'était les femmes. Voilà, c'est ça. Vous avez aussi vos mais choses. c'est vrai que ça arrive beaucoup plus tard. Voilà. Mais c'est vrai que la baisse de la libido pendant la ménopause est quasi constante. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins une femme pour autant. On a toute sa place en tant que femme, en tant que sœur, en tant que maman, grand-mère, évidemment. Même si on n'a plus ces règles. Et effectivement, la ménopause va induire aussi d'autres changements hormonaux. Et évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones qui vont gérer l'utérus aussi auront un impact sur les seins. Et donc, forcément, si sensibilité des seins. Attention, les seins peuvent être très sensibles pendant ces moments-là. J'ai eu récemment encore une patiente qui avait un problème de sein. En l'examinant, je lui ai dit « vous avez vos règles ». Et effectivement, elle m'a dit « oui ». Et j'ai pu sentir effectivement qu'elle avait des seins beaucoup plus sensibles. Et donc, évidemment, les hommes, les frères, si votre femme est plus sensible dans cette période, respectez-le, c'est physique. Ce n'est pas une attitude. C'est pas qu'elle est en train de rejeter son mari à ce moment-là. C'est comme si on est épuisé après une journée de travail et qu'on n'a pas envie qu'on nous prenne la tête. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on est fatigué et il faut l'accepter, cela. Tout à fait. C'est bien, merci. Je pense que Maman Audrey, ça va éclairer plus les frères. Mais c'est vrai, j'espère qu'il y a des frères qui nous écoutent. J'espère, voilà, c'est ça. Sinon, il faut que les femmes encouragent les maris à venir écouter le programme. Exactement. Mais Maman Audrey, je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais le temps nous est compté et on va devoir passer au mot de la fin. Je veux encourager les maris qui nous écoutent à faire une pause et à respecter la femme. Si vous aimez votre femme, je suis sûre que vous pouvez la laisser libre pendant ce temps, donner le temps de récupérer, d'être bien et d'être disposée de nouveau. Et autrement aussi, j'encourage les mamans, toutes ces mamans africaines, de prendre soin de la petite fille surtout, de les enseigner, de partager, de la faire comprendre. Cela fait partie du cœur de la maman pour sa petite fille, n'est-ce pas, Damien? Exactement. Et aussi, si vous pouvez trouver des moyens pratiques de les aider, je vous en supplie, trouvez une autre solution que la calebasse, puisqu'il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire pour cette petite fille que vous aimez et que le Seigneur aime. Donc, nous sommes là aussi pour vous aider.
écrivez-nous. Si on peut vous aider, ce sera de tout cas, n'est-ce pas Nadège? Exactement. En tout cas, merci Maman Audrey pour cet encouragement. Je suis sûre que les frères ont bien entendu. On espère. Merci en tout cas, Docteur Damien, pour cet éclairage. Je pense que ça a été une des premières sur une chaîne chrétienne où on peut parler de menstruation en toute liberté. Et bien sûr, Magali, merci pour cet état des lieux. Et Maman Janine. Et bien sûr, merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement sur Malaika, sur YouTube, sur Facebook, pour tous vos commentaires, vos messages. Et je suis sûre que vous avez été encouragés, surtout de savoir que le Seigneur est concerné par tous les aspects de notre vie. Et surtout, même à ce moment-là, qu'il ne vous rejette pas, qu'il vous aime. Vous n'êtes pas impur devant le Seigneur. Il vous accueille, il veut vous aimer. Et que tout le monde aussi autour puisse considérer ce moment que vous passez, qui est un moment difficile. Alors j'espère en tout cas que vous avez été bénis. Et d'ici là, je vous dis à très très bientôt.